à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15e épisode de la 6e saison de Cold Facts. On commence avec Genève Servette qui s'est imposé 4-1 en Champions League et qui est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales. On va parler de la saison, de la moitié de saison genevoise avec Sébastien Tellet de Radio Lac. Les paris sportifs ensuite. D'ailleurs, vous aurez une petite surprise avec un code promo. Il faudra écouter pour voir ce que vous pouvez gagner. Et puis après, on vous a demandé aussi de nous donner vos awards. Et on va décerner d'une certaine manière nos awards de mi-saison. Une ligne de Suisse, une ligne d'étranger. Ce qui nous a plu, déception, MVP. Et puis on termine par un petit peu d'actualité, surtout biennoise, et la question des protège-coups. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va pas mal. On remercie Genève Servette d'avoir suivi le théorème Cold Facts, de gagner le dernier match avant l'épisode. Comme ça, on n'a que du bien à dire sur cette équipe, c'est ça ? Que du bien, je sais pas, mais en tout cas, c'était... comment on dit ? Vacueux. Ouais, on fait pas les malins, on dit vexieux, et puis voilà. C'est pourtant une jolie équipe qui n'avait jamais été battue en Europe cette année, donc ouais, j'ai été impressionné. Ouais, on était impressionné avec Sébastien Tellet aussi, Sébastien de Radio Lac qui est avec nous. Salut Sébastien. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Seb. Comment ça va ? Tu t'es remis de ce match ? Oui, ça va bien. Ça a fait du bien, surtout de voir un match comme ça du Genève Servette, de voir que cette équipe est quand même capable de créer des choses et est capable de marquer des buts. Ça a fait beaucoup de bien au moral, mais ça a rajouté une petite frustration à la période actuelle. Ouais, parce que la période actuelle, c'est 4 défaites consécutives. C'est la même équipe qui a perdu 2-0 à la maison contre Langnau, qui vient de battre 4-1 le champion de Suède en titre à quelques jours d'intervalle. Et je mets volontairement de côté la défaite entre deux qui est totalement acceptable à Zurich. Acceptable, ouais. Tu as le droit d'aller perdre à Zurich, tu as peut-être un début de match pareil, un peu moins, mais bon, c'est tolérable de perdre à Zurich, ça l'est peut-être un peu moins de perdre 2-0 à la maison contre Langnau. Toi, tu arrives à comprendre justement cet aspect inconstant de Genève qu'on a vu récemment, mais finalement qu'on voit depuis, je sais pas, ça a commencé quand la saison, le 13 septembre, le 15 septembre, ça fait depuis là que Genève est complètement inconstant. Ouais, effectivement, mais c'est dur à expliquer. Mais hier soir, il y a des petits détails qui ont fait un peu la différence. Typiquement, le premier but, ce tir de Valtteri Filppula en revers. En championnat, tu peux être sûr qu'il passe à côté ou même qu'il ne le tente pas, en fait. Et il y a vraiment ce manque de confiance du côté du Genève Servette qui est assez criant. La statistique, c'est que, alors oui, Timo Artikainen a marqué samedi à Zurich, mais il n'avait plus marqué depuis le 20 octobre. Et quand tu sais que c'était le meilleur buteur du championnat l'année dernière et que Genève Servette ne peut plus compter sur un buteur comme lui, ça montre que toute l'équipe est dans une espèce d'engrenage négatif. Le nombre de tirs qui passe à côté, qui l'année dernière était cadré ou terminé en pleine lucarne. Il manquait vraiment ce petit brin de confiance du côté du Genève Servette. Ils l'ont retrouvé pour la Ligue des Champions. Et il y a eu des occasions, typiquement Alessio Bertaggi, à un moment qui se couche vraiment tout son long devant un tir adverse. Joris encore à 6 secondes de la fin qui fait un bloc qui est assez important alors que Vexio vient de marquer le 4-1. Tous ces petits gestes-là, on les voit moins en championnat. On a l'impression que Genève Servette a moins envie de se faire mal. Et ils l'ont fait en Ligue des Champions et ça a fait la différence. Mais justement, est-ce que c'est une question de mentalité finalement ? Est-ce qu'en championnat, ils se disent de toute façon, on en reparle en février-mars, c'est là que ça va compter, tandis que là, ça comptait ce match de Ligue des Champions. Si tu perds à la maison, t'es pas éliminé, il y a encore le match retour, mais c'est vraiment un match entre plein de guillemets à la vie et à la mort, tandis qu'en championnat, t'accueilles Langnau, c'est encore long la saison. Tu penses que c'est dans la tête que ça se passe, plus que dans les mains et dans les jambes ? Mais en tout cas, c'est ce que disait Vincent Praplan à l'interview hier soir après le match. Il disait justement qu'il savait que c'était un peu plus dans l'urgence en Ligue des Champions parce qu'il y a moins de matchs pour se rattraper. Et oui, je pense que ça joue un peu aussi. Il y a le fait après les émotions du 27 avril, de retourner jouer à Langnau, de retourner jouer à Cloton dans des patinoires qui sont, surtout à Cloton, pas très remplis. Et tu me diras qu'à Genève, pour la Ligue des Champions, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Mais Genève Servette mentalement a un peu de peine en championnat. Et hier soir aussi, il faut le dire, il y a eu un très bon Robert Mayer parce que la spécialité de Genève Servette ces temps, c'est d'accorder beaucoup de buts sur des quasiment non-occasions. Le match contre Langnau, Genève Servette l'a dominé quasiment de la tête et des épaules. Et Langnau a eu une vieille déviation d'un défenseur genevois dans son propre but, enfin dans le but de Genève, et le deuxième but, je m'en souviens plus. Contre Cloton, pareil, le 4-3 où Genève Servette fabrique presque des buts à Cloton. Ça, c'était la spécialité genevoise. Et de l'autre côté, ça marquait pas. En Ligue des Champions, tout s'est inversé. Et il faut aussi souligner le très bon match de Robert Mayer.
Non, mais comme tu disais aussi, c'est alors ok contre Langnau, j'entends tout à fait le fait de prendre des buts évitables, mais un 2-0, honnêtement, quand tu es Genève, tu peux au moins estimer que marquer 3 buts, c'est pas interdit. Tu disais aussi avant, ouais, offensivement, moi c'est ça qui m'a frappé dans ce match d'hier, c'est que, alors je sais pas si tous les cylindres fonctionnaient ou tout cliquait, mais en fait c'est ce que j'attends de Genève Servette finalement, c'est pas forcément de rouler sur tous les adversaires, mais c'est que les qualités qu'on voit sur le papier, qu'on peut entreapercevoir sur la glace en règle générale, bah, elles soient visibles plus souvent que pas, en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est 0 contre Langnau. Parce qu'effectivement, tu peux avoir, comme tu disais, Sam, une vieille déviation dans ton propre goal de Langnau, bah, c'est un but. Mais t'es à la maison. Si t'es pas capable d'en marquer au moins 2 à la maison contre Langnau, c'est clair qu'il y a un petit problème. Mais j'étais assez surpris. J'étais au match à Cloton, j'en parlais déjà la semaine passée. J'étais au match à Cloton, à côté de toi d'ailleurs. Et à la fin, j'avais vraiment l'impression que tout le monde nous disait non, mais ça va aller, on travaille bien, on est serein finalement. Et j'ai senti une certaine urgence dans ce match contre Växjö que je sentais pas forcément au championnat. Et j'ai l'impression que ces 2 matchs de Ligue des Champions, alors entre deux il y a encore du championnat, puis après il y a la pause, mais que ces 2 matchs de Ligue des Champions devraient justement un peu allumer un feu sous les fesses des joueurs et aussi permettre à Paul-André Cadieux, à Yann Cadieux de pouvoir aussi pointer du doigt les joueurs et dire ben voilà, vous voyez quand vous voulez, ce que vous êtes capable de faire, et c'est ça que je veux. Je parlais avec Cadieux justement à la fin du match, j'ai parti son prénom, ça m'évite de me planter une seconde fois. Je parlais avec Cadieux à la fin du match et je lui dis mais est-ce que c'était ça du coup, elle ressemble plus à ton équipe celle-là, puis il m'a dit ben oui, j'espère qu'elle ressemble à cette équipe et c'est à ça que j'ai envie qu'elle ressemble ces prochains temps, mais il faut le remarquer, c'était pas du tout le cas depuis le début de la saison. Maintenant, ces derniers temps, il y a eu 2-3 petits changements d'alignement, il n'a encore pas trouvé non plus ses lignes optimales, donc lui aussi il peut peut-être un peu tâtonner, puis après il y a un voyage en Suède, ça va peut-être aider aussi à créer une cohésion de groupe. Je sais pas si ça devrait pas être des discussions de décembre, ça normalement c'est plutôt le match de Ligue des Champions où tu vas à Bolzano en début septembre, c'est là où tu dois créer une équipe. Surtout pour quelqu'un qui est champion, qui a un contingent qui normalement, en plus on l'a loué, l'arrivée de Bernie, enfin pendant la saison, à un moment où on se dit, elle va bien cette défense avec Carrère, Le Coultre et compagnie. Puis non, tu fais encore des ajustements à ce moment-là qu'on estime. On a vu Bernie, en tout cas en Ligue des Champions aussi, il apporte vraiment quelque chose. Et quand on disait, il faudrait que ce soit pas simplement un défenseur défensif qui a une bonne première passe, bah, il amène quelque chose en plus, je trouve. Et c'est toute la réussite de cet échange, enfin, cette arrivée, c'est quand même Marc Gauci. Et je trouve que c'est vraiment... Des fois, tu aimes bien dire celui qui te dit qu'il a compris quelque chose et qui t'a mal expliqué. Et honnêtement, avec la saison de Genève Servette à l'heure actuelle, c'est un peu ça. Parce que quand on pensait que ça allait repartir dans le mieux, c'est que Genève gagnait ses matchs. Et puis tout d'un coup, après, ok, t'en repères, c'est pas grave. Puis après, d'un coup, t'as une série négative. Et puis tu disais que... on est au mois de décembre. Puis l'urgence, c'est quand même de se dire... on l'a assez souligné ici, quand tu as des bonnes séquences, comme Fribourg, comme Lausanne en ce moment, ces séquences où tu fais peut-être une 20aine de points en 7 matchs, ou sur tu as un trend vraiment positif, tu mets les points en banque. Et tu n'es pas obligé de devoir cravacher derrière. Donc là, ce serait bien que Genève commence un peu à avoir un trend positif. J'en parlais sur le plateau de Pécaliste l'autre jour, mais on en parlait aussi... en aparté Jean-Fred, il n'y a que 6 points finalement entre Genève qui est censé tourner tout bientôt, ça va aller, on travaille bien, et Bienne qui est en pleine crise où Matikainen il a envie de casser toute la patinoire de Langnau à la fin du match samedi soir, il les garde 50 minutes dans le vestiaire, et finalement il n'y a que 6 points entre ces deux équipes, et l'écart entre Genève et la 6e place qualificative directement pour les playoffs est plus important que Genève éliminée des playoffs actuellement. Ouais. Et du play-in même. Et entre la 11e et la 6e place, il y a plus de gap vers la 6e. Et moi, c'est presque ça qui m'inquiète le plus. Alors tu me dirais, il y a un match en moins pour Genève par rapport à Lugano qui est 6e, c'est vrai.
Mais là, ça fait 7 points de retard sur la 6e place. Ça fait surtout une quinzaine de points sur la 4e place de Lausanne actuellement. Et quand tu es Genève, tu peux pas te contenter de finir hors du top 4. Et c'est ce qui pend au bout du nez de Genève Servette. Et ce mauvais début de saison, il peut vraiment avoir des conséquences à moyen, voire long terme sur cette saison. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, honnêtement. Et est-ce que, selon vous, la blessure de Lennström, l'arrivée de Honka peut finalement, je vais pas dire être un mal pour un bien, mais resolidifier quelque chose? Moi, j'ai l'impression que Lindström, il apportait beaucoup de sérénité. Il n'avait pas encore trouvé totalement son rythme sur le plan offensif. Alors, en Ligue des Champions, oui, parce qu'on a compris qu'en Ligue des Champions, ça allait bien pour Genève Servette, et là, il marquait des buts. En championnat, il n'avait pas encore marqué. Il avait délivré 1 ou 2 passes décisives, mais c'était surtout de la sérénité. C'est surtout ce qu'apportait Henrik Temernes l'année dernière. Je ne veux pas faire de comparaison entre Lindström et Temernes, pas du tout, mais c'est quelque chose qui manquait aussi dans la défense genevoise en début de saison quand Lindström était blessé. C'était un peu de sérénité dans les moments chauds, de quelqu'un qui prend le puck et qui ralentit vraiment le jeu en disant « Ok, c'est bon les gars, maintenant on se pose, on y retourne ». Et ça, c'est quelque chose qui apportait Lindström. Et alors, j'arrive pas à dire encore si Honka l'apporte vraiment, parce que l'échantillon est trop faible, mais ça semble être aussi le cas d'avoir quelqu'un d'expérience qui est capable de ralentir un peu le jeu. Et disons que l'arrivée d'Honka, moi, je trouve qu'elle fait du bien au Genève Servette, qu'elle va faire du bien jusqu'au mois de décembre aussi avec l'enchaînement des matchs. Et voilà. Puis pour rebondir sur le classement, Genève Servette est aussi à 6 points de la 12e place de Cloton. Et le prochain match, c'est Genève-Cloton, vendredi. Donc si Genève venait à perdre dans le temps réglementaire vendredi au Vernet, il serait à seulement 3 points de la 12e ou de la 11e ou 12e place. Donc effectivement, la situation de Genève Servette et la position de Genève Servette, elle n'est pas digne de l'effectif de Genève Servette, sans même parler du titre de champion. Et du côté de Genève Servette, on va devoir se réveiller impérativement. Hier soir, ça a fonctionné, mais tout ce qui a été fait hier soir doit être fait en championnat. C'est-à-dire arrêter de faire des passes 1 mètre trop loin devant le joueur, de mettre des pucks sur le but. C'est bête à dire, mais de shooter. Hier soir, Phil Poula qui tente du revers, ça rentre. Bernie qui shoot, ça part en pleine lucarne. Tanner Richard qui est devant le goal, qui avait capté un rebond. C'est tout des choses qu'on ne voit pas en championnat. Et si Genève Servette arrive à faire ce genre de petits détails, de marquer des buts même sur un rebond comme Tanner Richard hier en championnat, ça peut lancer une bonne dynamique. D'ailleurs, Tanner Richard, à un moment, il tente un truc entre les jambes, il me semble, dans le dernier tiers. Ouais, exact. Est-ce que c'est ce maillot un peu de top scorer qui lui donne des ailes? Je sais pas. Je voulais juste rebondir sur Henrik Temernes et que vous me confirmiez ce que je vais dire, parce qu'il me semble que le public suisse, ou bien les nostalgiques, pourront le revoir avec l'équipe de Suède, parce qu'il sera à Zurich avec l'équipe de Suède et après à la Coupe Spengler. Ouais, je pense qu'il va passer 3 semaines en Suisse, là il va pas rentrer. Il vient peut-être faire une pige au Vernet. Est-ce que c'est possible de le kidnapper? Il faudrait que Genève dise... il faudrait que Genève dise au revoir à Henrik Temernes d'une belle façon quand même, comme ça avait été fait pour Karl Klingberg-Azouk par exemple, et je pense que ce serait la bonne opportunité. Ah, mais moi je dis, le kidnapper, c'est pas une mauvaise idée. Tu lui dis, écoute, non mais là maintenant... On t'a laissé retourner un moment, c'était rigolo, t'es retourné chez toi, maintenant tu reviens, puis tu nous mets tout ça un peu à plat, quoi. Tu mets un petit peu d'ordre là-dedans, ouais, parce que Sami Vatanen, il est bien gentil, mais les passes D2D avec 2 attaquants entre deux, et puis ça donne des contres, on en a un petit peu marre maintenant, stop. Mais à part ça, on en reparlera dans mes awards tout à l'heure. Mais Vatanen, c'est vrai qu'on se posait la question de savoir s'il pouvait remplacer Temernes, puis on disait aussi, mais il n'y a pas tout à fait le même jeu, le jeu plus à risque. Et c'est là qu'on voit que quand un Temernes manque, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui amène autant, et presque ces espèces de trucs intangibles dont Seb, tu parles, tu dis, cette sérénité, c'est quelque chose que, en fait, tu vas pas apprendre la sérénité. Tu l'as ou tu l'as pas quand tu étais sur la glace. Et ce sentiment que dégage Temernes, il y en a peu qui le dégagent, j'ai l'impression, en fait. Ouais, et Vatanen, voilà, son style de jeu n'est pas du tout le même que Temernes. Il a effectivement ses passes qui coûtent des buts à Genève Servette, mais ça reste aussi le top scorer de l'équipe pour l'instant. Et ça, c'est mine de rien, on peut pas lui enlever qu'au moins il apporte offensivement beaucoup. Il marque moins aussi ces temps. Il a 4 buts marqués depuis qu'il a été replacé au centre du powerplay. Il a plus l'occasion de prendre ses tirs là depuis le côté gauche. Mais voilà, Vatanen, il apporte des risques. On le savait aussi à un moment où on l'a annoncé en tant que repreneur du poste de Temernes sur l'apport offensif en tant que défenseur. On savait qu'il coûterait à l'équipe, mais pour l'instant, il rapporte plus que ce qui coûte vraiment à l'équipe. Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Donc voilà, on va devoir s'habituer à ces passes de temps en temps, un peu qui offrent des buts à l'adversaire en échange d'un peu de spectacle. C'était Yann Cadieux qui disait que si tu privais ces joueurs de cette folie, peut-être que l'acte 7 contre Bienne, tu le perds parce que il a pas la folie de faire le coast to coast qu'il fait, au genre de choses. Mais voilà, pour l'instant, Genève Servette est très loin d'un acte 7 en finale.
mal. Toi, tu es plus que moi, on va dire, au contact quotidien de cette équipe de Genève. Je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, j'ai l'opportunité de tourner beaucoup plus d'un club à l'autre. Toi, tu sens plus le pouls, on va dire, et l'évolution du pouls de Genève Servette. C'est quoi ton sentiment aujourd'hui? Est-ce que tu vois une évolution par rapport à peut-être il y a un mois en arrière sur, on va dire, ouais, justement, l'état d'esprit global? Mais j'ai presque envie de dire alors oui, il y a une évolution d'état d'esprit. Tu peux pas sortir d'une semaine à 0 point avec une défaite à Langnau et une défaite à Cloton sans une petite évolution d'état d'esprit et sans un peu de frustration aussi. Mais j'ai quand même l'impression que du côté de Genève, on n'a jamais vraiment paniqué. On reste un peu dans la mode de l'année dernière en fait, où Genève Servette alors c'était totalement différent, mais l'année dernière, Genève Servette c'était pas à la panique. La fin de saison où ça allait vraiment pas et Genève Servette enchaînait les défaites. Il n'y a pas eu de bouleversement. Et là aussi, au niveau des lignes, il y a quelques ajustements, il y a des postes qui sont échangés, mais il n'y a pas d'un coup un brassage complet de lignes où on se retrouve avec des associations qu'on n'a jamais vues de la saison. Et ça, c'est un peu le sentiment qui ressort du vestiaire. Il y a évidemment plus de déception, de frustration à la fin des matchs, parce que le résultat n'est pas en faveur de Genève Servette, et parfois il aurait dû, mais finalement il ne l'est pas. Mais il n'y a pas de panique, il n'y a pas de vent. J'ai pas l'impression qu'il y a un vent particulier aussi de révolte, et c'est peut-être aussi ce qui manque, mais après, est-ce que la révolte doit être exprimée en zone mixte ou alors à la fin, lors des interviews à l'entraînement? Mais ouais, non, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup de l'année dernière, et c'est ce qui est aussi frustrant, c'est que finalement on se dit mais il y a tellement peu de choses qui ont changé que sauf la place au classement, il y a un 0 de plus après le 1, c'est tout. Ouais, c'est pas grand chose effectivement, 1-0. Mais en fait, j'ai un peu alors du coup j'ai un peu le même sentiment que toi, mais moi j'ai une question à laquelle j'arrive pas à avoir de réponse. C'est bien ou c'est pas bien justement cet apparent calme qui règne? Mais je pense qu'on peut pas le dire maintenant. Je pense qu'il faudra le dire en fin de saison, parce que on peut dire que maintenant c'est pas bien, puis en fin de saison, je laisse être remonter, finit 5e, se qualifie directement pour les playoffs, et après fait des bons playoffs, et finalement l'épisode du 6 décembre, on aura l'air un peu bête. Donc je pense que pour l'instant, moi la situation de Genève Servette n'est pas dramatique non plus. Il y a 7 points sur la 6e place avec un match de moins, donc elle est tout à fait remontable. On est loin de la situation de 2021. Je pense que peut-être même dans un mois, on pourra se dire, après la mi-janvier, en mi-janvier, on pourra se demander si le fait de rester calme et de ne pas paniquer, c'est la solution. Mais pour l'instant, je réserve mon avis pour la suite du championnat, vu qu'on vient de franchir la moitié du championnat. La saison est encore longue. Mais moi, ce calme apparent, j'aime bien cette façon de faire face aux médias, peut-être face au public. Peut-être que quand les portes sont fermées, il y a un peu plus de bouellés qui sont poussés, mais je trouve que finalement de pas étendre son linge sale en famille, ou en tout cas en public plutôt, exactement, et le garder en famille, ça me choque pas, et je pense que c'est comme ça qu'un vestiaire est relativement sain. Il y a tellement de personnes ils ont tous gagné à peu de choses près un titre, donc ils savent ce que c'est. On a des gens qui ont gagné la Stanley, enfin on va pas dire à Phil Poula comment il doit faire et tout. Sébastien l'a dit avant, effectivement, à Artikainen, on rigole des fois en disant il a été faire de la pêche, donc il est revenu tranquille et tout. Là maintenant, il faudrait qu'effectivement il puisse franchir peut-être un cap supplémentaire et commencer à marquer des buts. Après, il faut aussi qu'il soit alimenté. Est-ce que Maninen, pour l'instant, apporte autant que ce que pouvait apporter un Linus Omark? C'est une bonne question. Est-ce qu'on aimerait qu'il ait un petit cran de plus pour améliorer, finalement, pousser vers le haut Artikainen? C'est possible aussi. Ouais, moi je suis pas encore, pas une question d'être convaincu, je suis convaincu par le joueur qui est Sakari Maninen, et son CV suffit à nous convaincre. Par contre, ce qu'on a vu sur la glace depuis le début de saison, c'est vrai que j'en attendais peut-être un petit peu plus. Est-ce que j'en attendais un peu trop? C'est possible aussi. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à 5 contre 5, Artikainen et Maninen, ils ont environ 58% d'expected goal for. Donc ça veut dire c'est les deux meilleurs attaquants de Genève Servette. Ils sont pas en réussite non plus, mais quand ils sont sur la glace, il se passe quand même quelque chose de bien. Le meilleur de Genève Servette, c'est Henrik Haapala, mais Henrik Haapala, la blague s'écrit toute seule, il n'y a pas besoin de moi. Mais donc, je peux imaginer, là je pense au joueur hockey manager qui a les deux, par exemple moi, je peux imaginer qu'il y a des jours un peu plus lumineux qui vont venir pour ces deux joueurs, parce qu'ils se créent suffisamment d'occasions et ils ont suffisamment de talent. Et je peux aussi imaginer qu'à un moment, et on se rappelle l'année passée, on nous disait, je l'avais dit quelques fois à ce micro,
début janvier, on commence à entendre des voix qui disaient ouais, là ils commencent à prendre les trucs au sérieux, les deux là, Omar et Artikainen, là ils font du vélo de temps en temps. Et ce qu'ils faisaient pas en début de saison. Et ah ouais, non, là, ils sentent que les playoffs arrivent et ils sont en train de se mettre en shape pour les playoffs. Donc, j'ai plutôt tendance à pas parier contre eux actuellement. Et surtout, peut-être qu'ils vont sentir que l'urgence est un peu plus là maintenant, tandis que l'année passée, ils ont commencé à jouer un peu sérieusement en janvier. Peut-être que là, ils vont anticiper un petit peu. En tout cas, ce serait le bon moment parce qu'avec justement, comme tu disais Sébastien avant, un week-end avec la réception de Cloton vendredi plus un déplacement à Rapperswil qui est un derby un match européen, mais... Ouais, puis comme ils ont battu les Lakers 4-1, tu te dis qu'ils ont qu'à battre les Lakers de Suisse après avoir battu les Lakers suédois. Exact. Mais d'ailleurs, moi, je me suis demandé combien Langnau aurait mis avec Cieux, du coup. Quand il y avait 4-0, je me suis dit, Langnau, il leur met 7-8, quoi, minimum. Ouais, effectivement. Mais bon, juste pour revenir sur Manninon, il apporte pas du tout la même chose que Linus Mark aussi. Il y a qu'à voir, hein. Manninon a marqué 10 buts, Artikainen 6. Et Artikainen a aussi dû adapter son jeu à ça. On le voit dans différents aspects dans lesquels on le voyait pas l'année dernière. Il est beaucoup plus défensif. Artikainen, Manninon apporte aussi beaucoup en défense, hein. Il joue sur le box-play, il est aligné dans des situations beaucoup plus défensives que Linus Mark. Et peut-être que là aussi, Manninon a souffert de la comparaison avec Linus Mark. Mark était un passeur hors pair et décidait de shooter que quand il était sûr de marquer, donc c'est-à-dire assez peu, même si finalement il a marqué quand même pas mal de buts la saison dernière. Manninon, voilà, il marque beaucoup plus, il va effectivement délivrer moins de passes décisives à Artikainen, mais le rôle a parfois tendance à s'inverser. C'est plutôt Artikainen qui va se mettre au service de Manninon, et je pense que forcément il y a un moment où ça va finir par tourner. Artikainen, je disais qu'il n'avait pas marqué depuis le 20 octobre, mais il a tenté je sais pas combien de tirs entre deux, et comme tu dis Greg aussi, ça va forcément tourner à un moment pour eux. Mais voilà, Manninon, il faut pas le voir comme un Mark, il faut vraiment le voir de manière différente. Il est beaucoup plus impliqué défensivement, et il fait parfois de gros gestes défensifs où on se dit mais quel défenseur a fait ça, il se relève, il est tout petit, on se dit en fait c'est Manninon. donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte que voilà, c'est pas un Linus Mark reste unique. Ouais, là où je te rejoins complètement, c'est si tu regardes les statistiques en expected goals against, donc les nombres de chances de but contre Genève Servette par 60 minutes de glace, quand Artikainen et Manninon sont sur la glace, c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe avec 2,00 et 1,99. Et derrière, c'est Apala, mais il est plus là. Et Pouliot à 2,33. Donc il y a une vraie différence entre les deux et les autres. Donc cette partie du jeu fonctionne. C'est de l'autre côté que c'est un petit peu plus compliqué. J'ai quand même l'impression que quand tu vois l'alignement, tu te dis qu'il n'y a pas un monde dans lequel ça ne tourne pas à un moment. C'est ce qui rejoint le calme apparent qu'on peut peut-être sentir qui sort du vestiaire genevois. Et il y a toute l'équipe finalement qui tourne pas. Il n'y a pas un joueur qui est au-dessus du lot et qui tourne bien et on se dit tout le monde doit faire comme ce joueur. Non, c'est toute l'équipe qui a de la peine. Et Tanner Richard, depuis son but contre Munich, qui était son premier but de la saison, semble aller mieux. Il a encore marqué hier soir. Il avait marqué droit derrière. C'était à Ambry. J'espère que typiquement la Ligue des Champions va aussi servir de tremplin à ce genre de joueur. Comme se disait Cadieux Greg après le match, Praplan a dit la même chose. Il a dit voilà, c'est cette équipe qu'on doit amener en championnat. Et si c'est cette équipe qui arrive en championnat, je me fais pas de soucis pour qu'elle remonte dans le top 6. Maintenant, il faut qu'elle arrive pas trop tard non plus. Tu seras présent au Vernet vendredi ? Évidemment. Et à Rapperswil samedi ? Évidemment. Ouais, tu vois plus de matchs que beaucoup de joueurs de Genève, que Guillaume Maillard, j'allais dire notamment. On l'a perdu de vue, lui. C'est un peu triste à part ça au passage. Oui. Tu as des nouvelles de lui parce que moi je l'ai pas revu depuis un petit moment. Il est juste, il était blessé un tout petit moment. C'est un peu l'un des seuls. Alors point d'interrogation. Ouais, il était annoncé blessé encore. Je l'ai pas revu depuis un moment non plus. Mais quand je vais à l'entraînement, peut-être qu'il est en salle de force, ce genre de choses. Mais j'avoue que j'ai pas plus de nouvelles que ça non plus. D'ailleurs, il était parti de Lausanne en se disant tiens, à Genève, il aura peut-être un meilleur rôle. Je sais pas si. Je pense qu'il aurait eu à peu près le même rôle dans les deux équipes à part ça. Donc on peut t'écouter. Mais il se serait peut-être pas fait passer devant par le 7e défenseur. C'est pas faux. On peut t'écouter sur Radio Lac tous les matchs en direct avec ton phrasé et ton flow inimitable, c'est ça? Exact, ouais, toujours 19h30 prise d'antenne avant chaque soir de match. Et puis il y a un livre aussi. Oui, le livre qui se vend bien. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui l'auraient acheté et qui écoutent aussi Colfax, le livre Champion, le récit de la saison historique du Genève Servette pour qu'on se souvienne un peu d'où vient Genève et où on était il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Ça fait du bien, j'imagine, dans ces périodes un peu compliquées. Oui. C'est pour quand la pièce de théâtre? Après la série, le livre, il y a la BD, je crois aussi. T'as prévu d'autres choses, encore des peintures peut-être?
Prochaine, c'est une représentation en live au centre de la rade. Mais ça, on en parlera plus tard. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'était un plaisir. Merci Seb. Merci à vous de l'invitation. Et à bientôt. À bientôt, ciao ciao. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Ah voilà, après ce passage au bout du Léman, les deux boussoles qui indiquent le sud vont parler pronostic. Tu sais, j'ai cette image avec l'aiguille qui pointe vraiment tout faux. Et... Semaine passée, on a été excellent. Ah, moi, j'étais très confiant sur Zug à la maison contre Cloton. Zug a perdu après prolongation contre Cloton. Et j'ai été tellement confiant que j'ai pris avec handicap. Toi, tu t'es dit Lausanne va aller gagner à Ajoie, c'est pas faux. Mais Lausanne a gagné après prolongation, ce qui fait match nul. Donc, ton Lausanne gagne avec plus d'un but d'écart à Ajoie. Ouais. Pas bien non plus. Quand il y avait 3-2, tu sais, puis il y a eu l'égalisation d'Azen en fin de... On a la 56e, un truc comme ça. C'était pas non plus à 3 secondes de la sirène. Tu t'espérais le petit goal cash vide. Tu pouvais espérer le goal cash vide. Non. Donc, on va essayer de se remonter et pas faire en sorte que les auditeurs nous envoient merci, j'ai parié exactement le contraire pour espérer gagner quelque chose. Ouais, ça commence à devenir gênant. C'est pas vrai, on a fait un 2/2 il y a pas longtemps, on a eu les deux raisons. C'est pas tout le temps une catastrophe et on retient, et aussi ça nous fait plus sourire d'en parler, mais on retient plus facilement quand on fait n'importe quoi que quand on fait tout juste. Ouais, puis après, n'importe quoi en même temps. Je pense qu'il y a plein de gens qui, sans avoir besoin de nos paris, se disent j'avais envie de parier la même chose, j'avais fait la même réflexion que les deux peintres, quoi. Ouais, après, avec du recul, je pense, on est toujours plus malin après. Le Ajoie Lausanne, moi je l'ai sur mon compte de la Loro, je l'ai pas pris, j'avoue. J'ai pris de Zug Cloton, mais c'est vrai que le Ajoie Lausanne, je me méfiais quand même beaucoup. Pas l'aspect, c'est difficile d'aller jouer à Ajoie, etc. C'est juste, à un moment, tu te dis, Lausanne arrive peut-être en bout de série, tôt ou tard, mais c'est pas passé loin quand même, donc c'est vrai que pas de regret. Mm-hmm. Cette semaine, il y a quand même 2-3 matchs intéressants. Alors, il y en a 5 pour les matchs du vendredi. Moi, ce Genève-Cloton, dont Seb parlait avant, est-ce qu'on se dit que le Genève Servette qu'on a vu en Ligue des Champions est capable finalement de se remettre le même costume pour affronter Cloton, ou est-ce qu'ils vont nous refaire la même caque que contre Langnau? Je suis d'accord avec toi. Dans l'absolu, ça semble être un très bon pari. Mais jusqu'à quand on va continuer de faire confiance à Genève et à quel moment on va se dire peut-être qu'on va attendre qu'ils soient un petit peu sortis de cette période difficile pour leur faire confiance. Mm-hmm. Absolument. C'est quoi les autres matchs? Il y a Lausanne-Rapperswil, il y a Lugano-Zurich, il y a Bienne-Berne et il y a Ajoie-Ambry. Le Lausanne-Rapperswil, de nouveau la même chose. Est-ce qu'on... Rapperswil qui gagne en Ligue des Champions contre Vitkovice, qui est pas bon en championnat, il reste sur 5 défaites consécutives, pas 4 comme Genève, mais 5. Mais en même temps, Rapperswil-Lausanne, j'ai l'impression que c'est pas un match-up qui est forcément favorable pour Lausanne. Mm-hmm. Mais en même temps, Lausanne en ce moment roule plutôt bien. Le dernier match c'était contre Lugano, 4-1 à domicile, ils prennent le premier but. Et derrière, ça tourne bien. Ils ont vraiment une équipe qui marche bien. Absolument. Est-ce qu'on joue la main chaude j'aurais de la peine. Soit je ne touche pas, en fait, parce que je vais pas me dire allez, go Rapperswil, ils vont bien gagner. J'arrive pas à ça. Non, ça, je suis pas prêt non plus. Lausanne est à 1,75. Ouais. Match nul à 3,85. Et Rapperswil à 3,40 sur le site de la Loro. Pour revenir à celui d'avant, Genève, tu devras prendre le handicap si tu joues sur Genève, parce que Genève est à 1,50. Les codes sont déjà sortis, le match nul est à 4,30 et Cloton est à 4,45. Moi, j'aime bien Lugano-Zurich, un match où il y aura des buts. Ces deux attaques, ces deux brigades offensives, on va dire, qui sont très solides, qui peuvent vraiment marquer. Après, tu me diras, oui, mais Zurich derrière, c'est quand même vachement bien. Vrai, mais c'est à Lugano. Lugano marque quand même facilement 2-3 buts. Plus de 5,5 à 1,75. C'est le genre de pari qui m'intéresserait. Ouais. Ambry est en plein doute. Est-ce que tu te dis... Ambry est à 2-1 à Ajoie. Ajoie est à 2,70 à la maison. J'arrive pas à savoir. Alors après, tu me diras, il y a le théorème Relanguet, qu'on salue, avec les matchs nuls.
Lui, il aime bien jouer les matchs nuls. C'est pas qu'à l'antenne, il fait vraiment ça. Ouais. Il dit pas ça juste pour se mettre mal avec personne sur le plateau de c'est vraiment ça. Et il dit, mais ça fonctionne pas mal. Il cible les bons matchs nuls. Puis si je regarde là, Ajoie-Ambry, je peux défendre le match nul. Bien Bern, je peux défendre le match nul. Lausanne Rapide, je le ferai moins. Lugano, Zurich aussi. Puis là, tu dis, ok, t'as 2-3 matchs nuls qui pourraient être intéressants. Sa théorie, c'est d'en combiner 2 et puis de voir ce qui se passe. Donc, avec des cotes à 3 et quelques, 4, Voilà. justement, si on met des petites sommes, ça peut être sympa. Et puis, il y a Bien Bern. Ouais. On est sur des clubs, on est sur un Bienne qui va pas. Tu disais, ça m'a fait rire parce que tu disais 50 minutes de Matti Kainen. J'étais là, j'ai envie de prendre la voix de Nico Sialgas pour faire 50 minutes inside dans le vestiaire. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe avec mais c'est un derby aussi. Et si Bienne doit se motiver encore plus, ça va être la réception de Berne. Alors, ouais, c'est juste. Et c'est tant bien n'est pas mauvais à part ça. non. Les résultats sont pas là, mais dans le jeu, ils sont ok. Si j'ai envie d'être marrant, je jouerais même bien avec handicap, tu vois. Ouais. Bien est à 2,25, bien avec handicap est à 3,15. Alors oui, après on passe pour des ânes si ça passe pas, mais moi j'aime bien cette équipe de Bien à la maison. Il commence gentiment à retrouver 2-3 blessés. En fait, pour moi, ce qui s'est passé à Langnau avec Matti Kainen, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, quoique on va peut-être pas faire des heures là-dessus. Mais ce qui s'est passé avec Matti Kainen à Langnau, c'est un peu il a lancé une pièce en l'air, puis on verra de quel côté elle tombe. Soit il a perdu tout le monde, et puis en gros, il va se prendre un coup de sabot dans les fesses, et puis repartir en Finlande. Soit il a tourné son vestiaire, et puis ça va aller dans le bon sens. Et le meilleur moyen de le savoir, ça sera de suivre ce Bien Bern dès vendredi. Et puis, pour le reste, c'est nos réseaux sociaux vendredi matin. On a encore juste un petit truc à transmettre. Oui. Greg, je te laisse. On a quelques codes promo comme l'année passée. Si vous mettez le code COLD23, COLD23, il y a un bon de 10 francs qui vous sera crédité sur votre compte de la Loro. Les codes sont valables jusqu'au 15 décembre. Donc, petit moyen de se constituer une petite banque. On met 10 francs sur Bienne qui gagne avec handicap contre Berne. Et ça monte à 31,5 francs. Ou ça passe à 0. C'est aussi une option, je dis pas. Mais en tout cas, les codes sont disponibles. Vous pouvez en profiter. Cold23 dans l'endroit où on peut mettre les codes de promotion. Et je vous souhaite bonne chance du coup avec ce petit cadeau. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On passe au Coldfax Awards de mi-saison. On n'a pas de jingle pour... ni de prix à décerner. Ni de prix à décerner. Puis je pense qu'ils s'en fichent un peu de savoir si attention. qu'ils ont fait partie du truc. On viendra après sur quelques déceptions, mais on vous a posé la question aussi. On n'a pas forcément fait un classement de ce que vous avez dit, mais c'était intéressant aussi pour vous de vous pencher là-dessus, de vous dire tiens, qu'est-ce que j'aime bien pour l'instant cette saison. Et on a fait nos lignes étrangers et suisses. On commence par les Suisses. La ligne de nos Suisses, ouais. La ligne de nos Suisses. Et puis, est-ce qu'on commence par les gardiens ? Ouais, pour moi, il y a deux candidats clairs, c'est Berra et Schliemann. C'est drôle. Si tu regardes d'un point de vue purement statistique, pour moi, c'est Schliemann qui devrait être le meilleur gardien parce qu'il a le meilleur pourcentage, il a 3 blanchissages. Mais au bout du compte, il y a un des gardiens qui gagne des matchs. Et c'est Reto Berra. Et puis Reto Berra, il a 92,99% d'arrêt, donc il a 93% d'arrêt. Il a moins de 2 buts encaissés par match. Il y avait plein d'interrogations autour de lui. Mais si Fribourg est là, c'est beaucoup parce que Reto Berra. Et si je dois choisir mon gardien suisse du début de saison, c'est Reto Berra. Ouais, par ça, je comprends totalement. Mais je me suis laissé tenter bêtement. J'ai mis 2 noms, mais il y en a un, je trouvais que ça allait pas, ça collait pas. C'était le Kevin Pache. Je trouve que c'est beaucoup trop. L'échantillon est trop faible. Je pense aussi. Mais Charlin, je me disais, j'avais quand même envie de mettre en avant Charlin en me disant, Berra a quand même une défense relativement solide devant lui. Absolument. Et Schliemann, avec des forts à dégli, même s'il y en a certains qui étaient blessés, aussi pas mal. Et je me disais quand même, moi, il m'épate, en fait. Il est extraordinaire. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je me disais,
pour un peu changer, pour essayer de... Parce que forcément, que je pense que tu as plus raison sur Schliemann et Berra si on prend les statistiques. Il Mais n'y a pas de raison ou tort. j'aimais bien Charles. Hein. Alors, Non, je pense que c'est un bon choix parce que si Langnau est là, mais moi je parlerai de Langnau à un autre moment. C'est peut-être aussi pour ça que je ne voulais pas mettre tout Langnau tout le temps. Charlin, c'est 92,48% d'arrêt. C'est vraiment beaucoup. 2,55 buts encaissés par match, c'est un peu plus que ceux dont on a parlé avant, mais en même temps, comme tu disais très justement, il est à Langnau. Si Langnau a du succès, c'est grâce à ses gardiens, parce que tu dis Charlin, mais Bolshauser, il est aussi à 91,5% d'arrêt. C'est moins bon, on est bien d'accord, et le choix judicieux entre les deux, tu as raison, c'est Stéphane Charlin. Donc j'aurais tout à fait pu défendre ce point de vue-là. Mm-hmm. Au niveau de la paire défensive, je suppose quand même qu'en paire défensive suisse, il y a des chances qu'il y ait en tout cas un des deux noms qui soit... Redondant. Ouais. Kukan, Untersander. J'ai les mêmes. C'est facile et pas facile à la fois. Kukan, c'est une évidence parce qu'il met ses points dans une mode défense. Untersander, et je parle pas de l'apport offensif, en fait, je parle du fait que c'est le 5e défenseur en box-play. Ouais. Avec le plus de temps de jeu derrière Mirko Müller, Sven Jung, Yannick Weber et Christian Marty. C'est pas forcément les défenseurs les plus impliqués offensivement qui sont là, et lui il est juste derrière, et moi je me dis ok, il met ses points, on le voit bien en attaque, et des fois on a un peu tendance à oublier cet aspect défensif et l'impact défensif, et ce temps de jeu en box-play de Ramon Untersander m'a fait ne pas plus hésiter que ça pour le mettre à cet endroit-là. Kukan, je pense qu'on a pas besoin d'en parler pendant 2 heures pour justifier, ou bien non, par contre c'est clair que j'imagine pour un Tim Berni, on en parlait quand on parlait de Genève, s'il peut faire, comment dire, que l'image qu'on a de lui aux États-Unis et l'image qui tout d'un coup arrive, parce qu'on rappelle Kukan quand il vient, et notamment avec l'équipe de Suisse, on se dit ouais bon, mais c'est ce défenseur un peu all around, mais plutôt défenseur défensif de Columbus. Puis tout d'un coup, on le voit arriver en équipe de Suisse, puis on se dit ah non, mais il est capable d'être sur un powerplay. Ah mais non, il est capable de faire ça. Ah bah finalement, il est capable de faire plein de trucs. Ouais. Et c'est un peu le sentiment que j'ai avec Berni, même si l'échantillon est plus faible et qu'il faut attention, mais c'est de voir qu'ils sont capables de faire beaucoup plus que la boîte dans laquelle ils étaient mis et coincés aux États-Unis. Donc je suis d'accord. Et Kukan est déjà à 20 points. Ouais. Il part sur une saison à 39 points, ce qui est mieux que l'année passée où il avait déjà été excellent. Donc, ouais, son début de saison, il est quand même assez impressionnant. Et j'aime bien, je pense, la comparaison Kukan-Berni, elle est assez juste. Elle est assez intéressante aussi parce qu'ils ont les deux un peu la même trajectoire. À cela près que Kukan était quand même un peu plus productif en NHL qu'un Tim Berni. Mais il est revenu plus jeune aussi. Ouais, absolument. Mais les deux ça va être intéressant de voir la comparaison des deux. En attaque, je pense qu'il y en a 2 qui vont être redondants et j'aurai une surprise. Ok. Vas-y. Alors, bon, un qui sera redondant, c'est évidemment Calvin Turcauf. Voilà, je pense que personne n'avait vu venir à ce point-là. Et puis, alors, les 2 derniers, je te dirais que peut-être que tu vas me traiter de... Tu vas me dire, ah non, mais quand même, Jean-Fred, exagère pas. Bah, en réfléchissant, alors, je me disais Marco Lehmann, que j'ai... Parce que aussi, c'est pour mettre en avant le fait que il a connu une des saisons compliquées, puis tout d'un coup, c'était un jeune qui avait 30 points avec Rapperswil, puis on se disait, waouh, il va exploser encore plus, et on s'attend à avoir pas le next grand attaquant suisse, mais un gars qui peut, si tu marques 30 points avec Rapperswil, tu te dis que si tu vas dans une équipe où on te donne un peu plus de responsabilité, tu peux peut-être en mettre 40. Il était beaucoup blessé et tout, puis là, il revient un peu à un super niveau, donc c'est plus un petit... continue Marco, bravo, à la mi-saison. Et puis le deuxième, c'est Ken Yeager. Le troisième, c'est Ken Yeager, qui... C'est marrant. Honnêtement... C'est celui que je pensais qu'il n'allait pas être redondant. Je l'ai aussi. Ok. Parce que je trouve que si on dit que Lausanne va bien en ce moment... Yeager commence à être... tu parlais de l'impact défensif d'un Untersander. L'impact défensif d'un Yeager, au-delà... En plus, il marque des points, mais on s'attendait peut-être plus à ce qu'il soit bon défensivement. Et je suis assez impressionné. C'est le joueur suisse le plus utilisé en box-play. Ouais. Attaquant, évidemment. C'est le 4e attaquant avec le plus de temps de jeu en box-play. Donc suisse et étranger. Et... il est dans les 5 meilleurs buteurs suisses
parmi les attaquants. Il fait une saison extraordinaire, Ken Yeager. Je pense qu'on le voit pas trop, on n'entend pas assez parler de lui, mais je pense qu'il mérite effectivement, et je suis totalement d'accord avec ce choix. J'ai aussi Turkov, j'ai aussi Yeager, et moi mon troisième c'est Fabrice Herzog. Oui. Dieu sait si on a parlé de ce joueur à ce micro, et pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Là, il y a eu une série où il marquait quasi un but tous les soirs. Il y avait, je crois, 7 matchs consécutifs avec un but. Il a 11 buts à 5 contre 5. Et ça, mine de rien, on en reparlera après des buts à 5 contre 5, j'ai 2-3 stats rigolotes. Mais il a 15 buts depuis les buts de saison, dont 11 à 5 contre 5. Ça, je trouve assez impressionnant. Il est 3e derrière Sørensen et Marchini. Marchini aussi, mais il a un peu moins d'impact, il a un peu moins de points aussi. Et je trouve que Herzog est plus complet qu'un Lino Marchini. Et pour moi, c'est mon 3e attaquant. C'est suisse. Ouais, et puis alors j'aime bien aussi le fait que Herzog, parce que effectivement, si on fait, je vais pas dire du passé faisant table en marbre, hein, pour reprendre les modes de Caradoc, mais on a cette image. J'ai toujours cette image aussi de sa charge sur Bloom, mais honnêtement, depuis quelques années même, j'ai l'impression qu'il s'est quand même bien calmé. Et que Herzog qui joue au hockey sur glace, ce qu'il est en train de faire actuellement, on n'espère pas lui porter la poisse, puis que tout d'un coup, il nous sorte un coude ou un genou. Un défenseur adverse. Voilà, ouais. Lui, ça va aller. Hein. Qui sorte un coude ou un genou sur un adversaire, mais en ce moment, quand il s'occupe du puck, il est bon. Bah toujours, hein. Les dernières saisons, c'est 14 buts, 18, 15, 15, et là il est déjà à 15. Ce qui est même quelqu'un qui est capable de marquer justement sa quinzaine de buts par saison. Il a une trentaine de points tout le temps, et il est déjà à 22, donc il est en train de faire une de ses meilleures saisons en carrière. 22 dans 15 buts, tu te dis. Ouais. Et oublions pas qu'il a que 28 ans. Ouais. Prime Herzog, hein. Exactement. Les étrangers, ça va pas être trop compliqué pour le gardien. Roubec pour moi. Ouais, je pense qu'avec 93,08% d'arrêt, une très bonne défense, certes, oui. Mais c'est pas Koskinen qui lui fait de l'ombre sur la glace. En dehors, je pense qu'il lui fait pas mal d'ombre parce que il est un peu grand, mais à part ça, ou Seteri, bien c'est un peu compliqué, même si Seteri fait vraiment pas une mauvaise saison, il y a rien à se reprocher. Mais voilà, Redborn est pas mal, mais pour moi, Roubec est clairement une classe au-dessus. En défense, Juice pour moi est obligé. On en parle trop peu à ce micro. Oui. Mais il mérite sa place là, clairement. Et puis quand même Vatanen, parce que je me dis. Voilà, là on y vient. Non, moi je mets pas Vatanen ici. Ouais, moi Bengtsson. Non, Mikko Lehtonen. Il a quasi 50 minutes de box-play en plus de ce qu'il apporte de l'autre côté de la glace. Et pour moi, c'est ça. Mais Bengtsson aurait mérité sa place. Je veux quand même juste revenir 2 secondes sur Juice. 61 minutes de box-play. Si tu compares Vatanen, c'est 5 minutes. Je pense que les 5 minutes, c'est à coup de 10 secondes par-ci, par-là, en fin de box-play, où tu vas sur la glace. Je dis pas que c'est que là que ça se passe, mais là, on parle de défenseur. Ouais. Et pour moi, Juice, il a une 20aine de points, mais en plus, il a 50 minutes de box-play de plus que Vatanen. Il joue en powerplay, il joue en box-play, il joue dans toutes les situations, et il joue bien. Et Lausanne a plus de succès que Genève depuis le début de saison. C'est juste. Et oui, Vatanen est flashy, il fait ses points, on l'aime beaucoup à Hockey Manager. Mais là, pour moi, clairement, depuis le début de saison, je passe devant. Et Lehtonen, pour la raison que j'ai dit avant aussi. Ouais. Non, mais ça se... Je dis pas que j'ai raison, hein, mais... ça se défend, absolument. C'est pour ça, c'était ma réflexion. Et du coup, Vatanen ne sera pas mon MVP. Ah non, ça c'est clair. Mais alors, Juice, par contre, ce qui me frappe aussi, d'ailleurs, ça, on l'avait mis en exergue, c'est sa paire avec Glauser, qui est excellente, c'est que, en fait, pas qu'on le voit pas, mais j'ai l'impression que dans le sens où on le voit pas, il va pas faire une grosse connerie, il va être relativement tout le temps juste. C'est pas un Tom Ernest où tu sens cette sérénité, mais je trouve qu'il dégage quand même de la sérénité finalement à Lausanne dans sa paire avec Glauser. C'est un peu 2 joueurs qui peuvent monter s'il faut, défendre quand même relativement bien. Et ils sont je pensais pas forcément qu'ils étaient complémentaires parce qu'ils sont, je trouve, les deux un peu all around. Mais visiblement, la paire fonctionne vraiment très très bien à Lausanne. Et une partie du succès fait qu'elle doit bien venir de Yeager, de Juice. Et Juice a 9 points sur les 7 derniers matchs. Il a dont 2 buts. C'est vrai que tu disais, on le voit assez peu. C'est 3 buts et 17 passes décisives. Et finalement, il
il est hyper précieux, comme tu disais, justement, en étant peut-être un peu moins flashy, mais en jouant bien, en jouant solide, en aidant cette équipe de Lausanne à avoir du succès. Devant, bon, si on met pas Sørensen, on est des peintres, donc on a les deux Sørensen. À part ça, je suis désolé, en fait, pour les défenseurs, j'avais pas mis Vatanen, j'avais mis Virtanen. Je me relis maintenant. Ah. Et parce que je me disais, tiens, que Virtanen, on avait un peu trop tendance à... Moi, j'avais pas mis Joss, j'avais mis Poka. Non. Je me relis aussi en vitesse. Je vois là ta coupe, je me dis, mais j'ai pas écrit Vatanen, pourquoi j'ai écrit Virtanen? Ouais, j'aime mieux alors. Voilà, et parce que justement, je trouvais que Ambry... Alors, c'est un petit peu plus compliqué maintenant, mais on essaye de pas non plus prendre à l'instant T et un peu plus sur la durée, qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est Ambry et qu'il amène quelque chose de un peu à la manière de Juice, pas forcément Team Heat à Ambry va être un petit peu plus offensif. Puis Virtanen, finalement, d'une certaine manière, fait ses points, aide ses coéquipiers, aide Spacek, aide les autres à marquer aussi. Il fait quand même ses points. Mais je me dis que si la Ambry a bien fonctionné à un moment, ça doit aussi être en partie grâce à lui. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'était juste pour mais changer. Parce que tout d'un coup, mais ça nous a quand même permis de parler de Vatanen, donc c'était pas perdu. En attaque. Ouais, Sørensen, 19 buts. Oui. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est que c'est 27 de ses 33 points qui sont à 5 contre 5. Il a 4 buts, une passe décisive en powerplay. Le reste du temps, il marque tout à 5 contre 5. Et quand le powerplay de Fribourg va fonctionner, ouais, attention, parce que là, ils ont eu cette passe difficile avec un powerplay difficile, et en plus à 5 contre 5, ils marquaient pas. Là, ils commencent de nouveau à avoir un peu de rythme à 5 contre 5. Si le powerplay recommence à tourner, on pourrait peut-être être passé derrière la période difficile. Sørensen 4 buts, une passe en powerplay, c'est criminel presque. Donc je pense que ça devrait aller. Je l'ai aussi, Sørensen. J'ai mis Daniel Carr. Parfaitement, d'accord. Il a autant de buts en powerplay que Zug. 10. Ce qui fait le plus et Rapperswil. Ce qui fait le plus peur, c'est pas forcément qu'il en ait 10, c'est le fait que les clubs que tu as cités n'en aient que 10. Ouais, Daniel Carr, c'est la 13e équipe en powerplay de la ligue avec 10 buts. À égalité avec Zug et Rapperswil. Je trouve ça rigolo. Si c'est la 13e, c'est qu'il y a quelqu'un qui a plus... 13 et 14, ils sont ensemble. Ah d'accord, ouais. Il est égalité avec les 13e et 14e. C'est assez je trouvais fou, ça rigolo et je me suis dit que oui, effectivement, Daniel Carr, vu qu'on avait Turkov dans les joueurs suisses, lui mérite d'être là. On aurait aussi pu nommer Joly qui fait une belle saison. Oui. Mais Joly était enlevé de la ligne avec Carr et Turkov pour mettre Granlund. Absolument. Et on voit que Granlund, pour rien te cacher... Tu l'as pris à Hockey Manager. Oui, parce qu'il était moins cher. Je me suis dit, comme ça, je me garde un petit peu d'argent. J'ai Lourdes Kaoun. Ces gens qui friment avec tous leurs transferts. Oh, j'ai pu faire des transferts. Bon, en même temps, je suis en train de parler au gars qui est numéro 1. Donc, ça va. C'est pas, j'ai plus de transferts. Maintenant, je suis dans le jus. T'attends le... 9,5 Granlund. Ouais, c'était ça. Puis parce que Carr, j'aurais bien voulu prendre Carr, mais il était, je sais plus, à 14 ou un truc vraiment 13,5, et puis qu'il était encore en train de monter, donc j'étais là, non, j'arrive pas. Et je me disais, tiens, prenons un petit peu moins cher, en espérant. Mais ça ne tiendra que si il reste avec les deux. Absolument. Parce que s'il repart avec Ruotsalainen, un petit peu moins, ou Arcobello, c'est un petit peu moins bon. Et je me réjouis de voir ton troisième, parce que ces deux-là, ils m'avaient l'air simples. Exactement, ils avaient l'air simples. Puis... Mais je suis pas forcément... j'ai eu un peu de peine. Puis je me suis dit, allez, je tente quand même je me dis quand même, Suomela. Ouais, ça se défend. Mais moi j'avais déjà Jäger, Joss, je me suis dit je veux pas non plus mettre tout le LHC, avoir autant de joueurs que Jeff Ward dans mon équipe, donc je suis parti ailleurs, mais je l'ai clairement considéré. Ouais. Mais moi j'ai trouvé, si je donne le contre-argument avant que tu argumentes, je suis désolé. Non, on rappelle quand même qu'il a eu un début de saison, on va dire, la constance du match 1 au match 20 et quelques du Lausanne HC, je ne l'ai pas trouvé suffisamment constant justement pour... C'est ce qui a fait la différence au dernier moment, au-delà de l'aspect par avoir tout Lausanne. Il y a quand même eu toute une période où il était frustrant et tu voyais qu'il avait des buts plein les mains, mais ça rentrait pas, il surjouait à un moment et... Je ne l'ai pas trouvé assez constant sur toute la saison pour justifier cette place-là, mais c'était dans les 5 ou 6 que j'ai considéré. Et je me suis demandé si toi, tu ne vas pas considérer quelqu'un de Zurich. Absolument. Ok.
Yo Lamico. Voilà. On l'oublie. J'étais entre Lamico et Frodden, mais... Non, Lamico, on l'oublie un peu parce qu'il était quand même un peu blessé. Ouais, ou malade. Hein. Ouais, il a eu une maladie où il a été un peu blessé, ça fait aussi 21 matchs, 22 points. Lui aussi, moi j'en parle beaucoup, mais l'impact à 5 contre 5, je trouve que c'est quand même... Oui, c'est à 54 que tu fais les différences ou que c'est en situation spéciale que tu gagnes les matchs, mais quand tu as 19 points sur 22 à 5 contre 5, il a qu'un but de passe en powerplay, il marque tout à égalité numérique. Et au-delà des points, il a un impact physique qui est gigantesque. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Et je trouvais qu'il complétait bien cette ligne avec Carr, qu'on peut mettre au centre. Il sait faire. Avec d'un côté Sørensen, de l'autre côté Lamico, je me dis que ça doit être assez simple à coacher. En parlant du coach. Parlons du coach. Mes meilleurs coachs jusqu'à présent, j'avais 2 prétendants. Ok. 2 étrangers d'ailleurs. Et je pense quand même que... Alors, oui, Jeff Ward, pour l'instant, c'est vraiment pas mal ce qu'il est en train de faire avec Lausanne, il faut le reconnaître, mais j'ai de la peine à jouer contre Tangness, parce que je trouve quand même qu'il a un sacré effectif. Il arrive quand même... Il a un club qui est 2 fois champion, qui a connu la saison dernière. C'est un tout petit peu plus difficile. Puis il doit faire face à une pléthore pas de stars, mais en tout cas de joueurs très dominants. Il arrive quand même à mettre un Attilio Biasca, à faire jouer aussi des jeunes, un Léon Mugli en défense. Ce qui n'était pas forcément donné, parce qu'il a assez de profondeur pour, entre Geiser, Riva et ces 2 étrangers, pour le top 4. Il est tranquille, il n'est pas obligé de mettre un Mugli. Il le fait quand même. 2006, on rappelle, hein, c'est quand même vraiment, vraiment jeune. Biasca, c'est peut-être un petit peu plus facile, parce qu'il a un pédigré un peu plus élevé dans la mesure où il était déjà allé jouer au Canada. Moi, Dan Tangness, et toi? Thierry Paterlini. Ouais. Pour moi, alors je suis surpris de t'entendre et je te laisse volontiers parler. Vu que je t'ai fait le contre-argument avant que tu argumentes, je t'ai dit je te laisse argumenter. Pour moi, une équipe de Langnau qui est 7e avec 41 points après 28 matchs. Ouais. Je pense que je peux argumenter jusqu'à avoir plus de salive pour dire qu'on doit mettre Thierry Paterlini ici. Qui aurait pu imaginer qu'il termine la saison à 41 points déjà en 52 matchs? Il y est après 28 matchs. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est passé par tout le système, toute l'organisation de l'équipe de Suisse sous Patrick Fischer de nombreuses années, qui est passé par la Chaux de Fonds, quand il a été signé à Langnau, c'est pas un nom ronflant étranger d'un Suédois, d'un Finlandais ou d'un Canadien. C'est un peu l'entraîneur suisse qui vient de Langnau, qui vient de Chaux de Fonds, puis qui a été signé à Langnau. Puis il a eu 2 premières saisons qui étaient quand même pas ultra simples. Mais voilà, on a continué de lui faire confiance. Et moi, j'aime bien cette histoire-là, déjà. Et surtout, les résultats, ils parlent en sa faveur. Donc, pour moi, Thierry Paterlini est clairement le coach du début de saison. Ouais, non, c'est juste que de la même manière qu'un Charlin impressionne, Paterlini fait un sacré job. Et c'était clairement pas gagné, hein, parce que il partait pas forcément avec des... En tout cas, j'ai l'impression en Suisse romande, pas avec des immenses faveurs de la cote, quoi. Mm-hmm. On se disait plutôt... qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Et est-ce qu'il a un peu le succès de Heinz Sellers quand il était là-bas, finalement, d'une certaine manière? En tout cas, à ce début de saison. Il y a peut-être Chereda aussi, mais... J'y ai pensé à un moment. Puis, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être pris dans le moment présent. Forme, Et là, on a envie de dire, peut-être Jeff Ward, mais il y a 2 semaines, on n'aurait même pas imaginé le mettre. Alors, tu me diras, c'est le but, c'est la mi-saison, donc on est conscient que ça fait juste... C'est un moyen de parler un peu de plein de choses, et ça fait partie du jeu, en fait. Ouais. Ça fait partie de cet exercice-là. Alors, on fait le MVP puisque tu voulais pas le faire. Il fallait faire une pause. Tu voulais faire une pause, donc on a posé. Pause entre quoi et quoi? Là aussi, je réfléchissais à la définition du MVP, qui c'est qui amène le plus, puis en même temps, j'en arrivais presque à la conclusion interne avec moi-même que je voyais pas trop comment me passer de Turkov, en fait. Mais parce que je trouvais que
Alors Lugano n'est pas en tête du championnat, on est bien d'accord, mais ce qu'on disait avant sur Granlund et Joly, finalement, les statistiques baissent un petit peu quand tu les mets pas dans la ligne avec Carré et Turcauf. Et c'est surtout que j'ai été aussi surpris de voir Turcauf aussi bon. Qu'il soit solide. Je l'aimais bien avec l'équipe de Suisse, j'aimais bien ce qu'il apportait, j'aimais bien ce qu'il faisait à Lugano. Puis à un moment, des fois, tu te dis à Lugano, ouais, puis après tu signes jusqu'en 2020, 7 ou 9, je sais plus, il a reprolongé vraiment très très longtemps. Puis t'es là à te dire, ouais, c'est la Dolce Vita, c'est bon, t'as signé ton joli contrat, et puis tu vas peut-être pas forcément te sortir plus que ça les pousse. Au contraire, il fait une saison où il a vraiment un impact presque à chaque match. Pour moi, c'était... Je dis pas que c'est... Mais pour moi, c'est un peu le MVP. Quoi. Ça se défend alors largement. Moi, si on parle de la notion, on va dire, du joueur qui participe le plus au succès de son équipe, je pense que Fribourg a plus de succès que Lugano. De manière surprenante par rapport à ce qu'on en attendait, ce qu'il réalise depuis le début de saison. Fribourg est 3e avec 56 points aujourd'hui, quasi 2 points par match. On les attendait pas là. Et pourquoi ils sont là, c'est en grande partie parce que Sørensen, qui a déjà une vingtaine de buts, 19 pour être précis, il a un point de moins que Turcauf, mais je pense qu'il est plus important dans le succès de Fribourg-Gotteron que n'est Turcauf dans celui de Lugano. C'est un débat et on a le droit de ne pas être d'accord sur ce plan-là, mais moi je mets quand même celui qui est meilleur buteur de la ligue et dans une équipe qui pas surperforme, qui fait mieux que ce qu'on en attendait. C'est ma réflexion là derrière, mais j'aurais tout à fait pu choisir Turcauf aussi, c'était un peu l'un ou l'autre. Après j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit ouais mais bon là on prend les deux meilleurs compteurs du classement, est-ce qu'il y aurait un défenseur? Puis j'étais là, je vois pas trop. Après tu dis est-ce qu'il y aurait un gardien? Ouais, je voyais pas mettre Berra, ouais il est bon mais ces derniers temps il est pas extraordinaire non plus, il a eu un moment un peu moins bon, donc pour moi ça devait être un attaquant, puis c'était entre les deux que ça se jouait, donc on est un peu sur la même longueur d'onde. Tant mieux. Les déceptions, quand même, on a parlé en bien de tout le monde. Un gardien, des défenseurs, 3 attaquants. Un gardien, tu dis On fait une ligne, la ligne des déceptions. Moi, ma ligne des déceptions, elle est gardée par Ivar Spunenov. C'est pas très compliqué, même si de ces temps il a fait 2 bons matchs, ça doit pas occulter tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, tout ce qu'il a pas fait depuis le début de saison. C'est une déception, claire et nette. C'est un gardien qui arrive à Lausanne avec des ambitions. On nous l'a vendu comme un excellent gardien, je pense qu'il l'est. Mais il déçoit depuis le début de la saison. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire une excellente deuxième partie de saison et réaliser au final une bonne saison. Mais si on doit décider, enfin pas décider, mais si on doit nommer aujourd'hui quel gardien nous a déçus, le 6 décembre, pour moi, c'est Spunenov. Moi, c'est Robert Mayer. Ouais, ça je défends totalement, c'était l'un ou l'autre. J'ai aussi mis Koskinen, mais je trouve que Robert Mayer, pourquoi ? À cause des sommets atteints, évidemment, au mois d'avril. Est-ce que c'est bête, hein, est-ce que ce but contre l'Allemagne qui est à peu près c'est un peu son rouleau, mais là il en a pris un, c'est le goal de Noah Meyer contre Langnau, il doit être dévié par une canne. Sébastien en parlait aussi avant dans l'interview. Il a peut-être pas fait gagner assez de matchs, mais on pourrait peut-être mettre aussi des clous. Il n'y a pas que Mayer et tout, mais c'était le meilleur gardien des playoffs. J'aime bien aussi cet argumentaire-là de dire, en fait, on s'attendait à ce qu'il continue sur sa lancée, tout en étant conscient aussi, on l'a dit, qu'il a atteint un niveau. Et tu me diras, c'est aussi le propre des bons gardiens, d'être capable d'élever le niveau. On en parle assez avec Giannini chaque année, où il fait d'excellentes saisons régulières, de bonnes saisons régulières, mais d'excellents playoffs quasi chaque année. Le pic de forme de Robert Mayer de la saison dernière est-ce qu'il était intenable sur une saison? Probablement, mais là il est redescendu plus bas. Je suis d'accord avec toi, il dégage peut-être un peu moins de sérénité. Il y a ce but récent contre Zurich où il fait sa sortie aux fraises et il paraît pas très bien sur celui-ci. Je pense que là je peux me laisser convaincre de changer mon choix. Je dis pas que c'est égal, on va pas le graver dans le marbre, mais je pourrais changer mon choix pour Robert Mayer. Défenseur, moi j'ai mis deux défenseurs suisses au cas où, et puis un défenseur étranger. Le défenseur étranger, j'ai l'impression que on va pas en faire des tonnes parce que on l'a déjà souvent assaisonné à Colfax, c'est Villepoca. Peut-être que, alors
on peut parler de l'échange qui a eu lieu, un échange à 3 équipes. C'est un peu un truc qu'on a l'habitude de voir, notamment en NBA, avec Poca qui file à Berne, Maurer de Genève qui file à Berne, et puis Onka de Berne qui file à Genève. Finalement, Bienne n'a récupéré personne dans... C'est l'addition par la soustraction. Ouais. C'est l'impression que ça donne. C'est on vous prête lui là, mais vous voulez quoi en retour? Non, c'est bon, on vous le prête. On vous prête même 2 mois, tiens, allez. Mais c'est 1 mois. Non, mais 2, prenez. Prends 2. Même un 3, si vous voulez. Mars, avril, c'est bon. Il est en contrat l'année prochaine, si vous voulez, on donne. Et ce qui est étonnant aussi, mais pas forcément si étonnant que ça, c'est de voir que Onka et Poca sont des... Alors, oui, je voulais pas le faire dans l'autre sens pour Merci. pas faire... sont des Finlandais qui sont des joueurs qui sont sous les ordres d'entraîneurs finlandais, de nouveau, Matikainen et Tapola. Donc, peut-être que les gars les connaissent bien, ils aiment pas voir ça. Ils se disent... Mais quand même, pour que Tapola soit convaincu de lâcher Onka, je prendrais bien Poca. Et Maurer. Après, je suis sale langue. Faut pas oublier que Victor Löw est de retour à Bienne. Oui. Et finalement, le remplaçant de Poca, c'était Victor Löw. On n'est pas que des sales langues à ce micro. Des fois, on sait On est aussi. souvent. Ouais, quand même un peu. Mais c'est vrai que c'est quand même surprenant cet échange-là. Mais en même temps, ils disent peut-être qu'on économise un peu d'argent. Ce qu'on ne dépense pas là, on le mettra un peu plus tard, peut-être pour un autre étranger. Il y a Eponyemi qui arrive bientôt aussi. J'espère. J'aimerais vraiment le voir jouer. Ouais. Et... mais ouais, moi, c'est presque plus surprenant du côté de Berne, je te rejoins, parce que Onka, il n'y avait rien à dire, il faisait le job, il était en tout cas pas décevant. Puis tu prends un Poca qui est un peu plus décevant, puis Maurer dans l'autre sens. Enfin bref, c'était surprenant cet échange. C'est... Ouais, il y a autant des fois, on comprend les... On peut se dire, ah ouais, je vois bien ce qu'ils essayent de faire. On relance, tu vois, un Mikael Nauer qui part à Cloton parce qu'il n'y a pas trop de place à Berne, et il s'en sort pas si mal que ça à Cloton. Ouais. Après, est-ce qu'on est surpris de dire, c'est un bon défenseur, un jeune défenseur suisse, il a quoi, je crois 23 ans, c'est quelque chose comme ça, où tu te dis, il trouve pas grâce aux yeux d'un coach, peut-être qu'un autre va pouvoir mieux l'utiliser. Ça a l'air d'être le cas. Donc ça se comprend tout à fait. T'avais qui en Suisse? Ça m'intéresse. Alors on reste à Cloton. Ouais. J'ai mis Reinbacher. Ouais. Aussi parce que numéro 5 de la draft, il était blessé. Mais j'attendais quand même un impact. Tu vois, ils se permettent de laisser partir Ekstalionsson on dit, écoute, on te veut plus. Alors, soit tu vas en tribune, soit tu peux peut-être retourner en Suède si tu trouves un deal. Je sais qu'il est encore très très jeune, hein. C'est en 18 et 19 ans, il ne faut pas non plus en attendre, mais on a été peut-être pas pris de court, mais on a été hypé par Reinbacher la saison passée, puis on se dit, wow, on se dit, année 2, on veut voir la progression, et on a l'impression, en tout cas, que la progression, il y a plus en ce moment, en tout cas, une stagnation, qui est sans doute peut-être due à une blessure, il est peut-être pas à 100%, ok, mais voilà. Et puis, j'avais quand même, finalement, d'une certaine manière, Radgeb, qui me déçoit aussi par rapport à ce qu'il apporte, ce qu'il est. C'est Yannick Radgeb, et je me dis, ouais, même s'il est peut-être meilleur défensivement qu'avant, je m'attends quand même à ce qu'il fasse du Yannick Radgeb, puis j'ai l'impression qu'il fait un peu du sous-Yannick Radgeb en ce moment par rapport à ce qu'on peut attendre de lui. Ouais, voilà. Ouais, je peux souscrire à tout ce que tu dis. J'aurais presque envie de parler de Lennström à un moment quand même. Oui, je suis quand même absolument. Un peu déçu, mais on en a déjà Pareil. parlé. Je suis déçu de ce qu'il a fait jusqu'à présent, tout en comprenant pourquoi ça s'est pas très bien passé. Hein. On rappelle, il a été blessé. Mais voilà, au bout d'un moment, ça reste une déception. Theodor Lennström qu'on attendait très très fort. Et il est pas à ce niveau-là, il est vraiment pas à ce niveau-là, donc moi je l'ai mis comme mon défenseur avec Poca, évidemment, sans aucun doute. Mais tu vois aussi, je voulais juste vérifier pour dire que on est bien gentil ou alors on est bien méchant, on est bien sale langue dans un quand on fait ces awards ou qu'on distribue ces bonnes notes et ces mauvaises notes, puis tu regardes l'équipe de Finlande qui va se présenter à Zurich pour ces matchs internationaux. Puis le premier nom que je vois, alors il y a Lettonen, hein, et puis on a Ville Poca. Ouais. Les 2 seuls défenseurs finlandais
qui évoluent en Suisse qui sont... Alors, on se comprend. Peut-être qu'il aurait voulu prendre un autre, mais il s'est dit non, je le prends pas. Lui, un peu comme Patrick Fischer qui dit ok, vous avez la Coupe d'Europe, je vous prends pas. Peut-être effectivement, même si un Sami Vatanen, on était là à dire ouais, défensivement, si à la Champions Hockey League, c'est compliqué de le prendre. Oui. Donc logique, on le prend pas. Mais quand même, finalement, on a parlé du Sanka, on a parlé on y a Vatanen et compagnie. Voilà, il se trouve que Poka, il est quand même pris. Mm-hmm. Donc, les deux de Colfax sont bien gentils, mais les entraîneurs, le staff finlandais trouve qu'il est quand même assez bon pour être sélectionné. Donc, c'est que on doit aussi voir quelque chose. Et peut-être que Berne, ça va leur lancer. Hein. C'est complètement possible que dans un autre système, qu'avec un autre coach, ça peut marcher. Comme... est-ce que tu as parlé, toi, t'es suisse, non le défenseur suisse. Moi, j'ai fait une ligne. J'ai Ok. pas réfléchi en Suisse en tant que Suisse et en tant qu'étranger. Ouais. Donc, devant, il y a un nom, il me crève le cœur, donc je suis obligé d'en parler. Pareil. C'est Enzo Corvi. Ouais. Enzo Corvi, on est un peu déçus. Hein. On s'attend toujours à des monts et merveilles de lui, comme chaque année, comme toujours. Il est un peu dans le dur. Pour moi, c'est une déception. Clairement. Sans aucun doute, il a 2 points sur les 10 derniers matchs. Il est pas dominant. 19 matchs, 7 points. Habituellement, c'est pas le meilleur buteur, mais il a quand même ses 25 passes par saison. Là, il est pas parti pour, hein, de loin pas. Et je sais pas, il pèse pas sur le jeu comme les autres années. Ouais, c'est juste. Pourtant, j'arrive pas à me dire que c'est l'âge. Hein. Il a 30 ans, il y a rien. Il y a rien qui justifie cette mauvaise saison, de ce que je pense. Donc ouais, lui m'a déçu. Est-ce que tu vois, peut-être après, des fois, on est, comment dire, on est vache, mais on se dit, ouais, pas super saison, puis on apprend qu'il a une blessure, mais qu'ils le font quand même jouer, puis que ça le freine pendant un moment, mais le gars dit rien. Il joue, il accepte qu'on le critique en permanence. Peut-être qu'il y a des problèmes d'ordre privé aussi, des fois. On a souvent des joueurs aussi talentueux pour qu'il y a un truc, en général. Et c'est pas... on va pas faire les inconnus, cela ne nous regarde pas, mais effectivement, s'il y a un côté personnel qui intervient et que ça va un peu moins bien, on fait avec. Puis nous, on constate juste, puis on se dit, tiens, il est pas au niveau qu'est le sien habituellement. Donc, crève-cœur, effectivement. Lui, c'en est un. Tchervenka, obligatoire. Je veux dire, il n'y a pas... besoin d'être... Ces deux-là, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour les avoir. Je pense que tu l'as aussi, Tchervenka. Voilà, on s'attendait tous à ce qu'un jour ou l'autre soit la saison de trop. Je me demande trop. Je me demande si rien, mais une saison plus compliquée, il devait arriver à un moment où il ne ferait pas 50 points par saison. Quoi. C'est maintenant. Il est de 1985, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vrai que ça reste jeune, tu sais. Oui. 84, 85. Moi, j'arrive pas à dire que c'est vieux. Mais on se rend pas compte, en fait, parce que on voit aussi, le contre-exemple parfait, c'est Humbull qu'on voit qu'un tout petit peu moins bon. Là, il est quand même un peu rattrapé par... mais Phil Poula, on en parlait avec Seb, qui nous met un back-end incroyable et qui est toujours présent, malgré son âge. Puis là, tu te dis, est-ce que... Tchervenka, c'est vraiment le moteur arrive au bout. Est-ce qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir? J'ai de la peine à le croire. Il a tellement de classe, il a tellement de possibilités aussi bêtement sur des powerplays, sur des jeux plus statiques, de faire ses points que... Ouais, c'est un maître du contre-check. Je sais que c'est un peu ridicule de dire ça pour un joueur de République tchèque, mais il m'impressionne toujours aussi quand on se dit là, il y aura la séparation du puck, et puis non, c'est lui qui renvoie son adversaire un peu dans les cordes. Ça passe moins maintenant. Si je reste en République tchèque, pour moi, il y a tu restes à Rapperswil. Martin Ferk, c'est... Vraiment, je comprends pas trop. Et je me disais que peut-être à Rapperswil, il allait pouvoir se révéler en étant dans un autre contexte. C'est pas trop ça. Il était, on l'attendait quand même assez fort. Force est de constater que ça clique pas pour l'instant au championnat de Suisse. Et puis parmi les joueurs suisses attaquants, j'avais encore Kylian Motet en termes de déception. Là aussi, il va un petit peu mieux en ce moment, mais
c'était quand même compliqué depuis le début de la saison. Moi, j'en avais 3 attaquants suisses que j'hésitais à mettre là au milieu. Du coup, moi, j'aurais plutôt mis Schmitt du côté de Fribourg qui franchit pas le palier que je souhaite et que j'attends de lui. Ouais, mais Motet, c'était un peu comme quand on disait on a un attaquant qui marque à peu près une 40aine de points, quand même de manière régulière. Puis là, il y a un petit coup de moins bien. Ouais. J'aurais pu mettre lui, Winnick, 25 matchs, 9 points. C'est de loin pas ce qu'on est en droit d'attendre d'un joueur de ce niveau-là. Et Richard, 20 matchs, 5 points, 1 but. Il a pas du tout l'impact qu'il a. Bon, alors, encore une fois, c'est un peu la même comparaison qu'avec un Robert Mayer où il a atteint des sommets pendant les derniers playoffs à tous les niveaux. Sur la glace, dans la tête des supporters de Lugano. il était présent partout durant ces playoffs. Mais là, il est quand même à un niveau qui est pas le sien. 20 matchs, 5 points, il part sur du 11 si on extrapole. 11 points si on extrapole. Il était à 30 la saison dernière. Et il a jamais fait une saison à 11 points depuis qu'il est de retour en Suisse. Sa plus mauvaise saison, c'était 18 points dans la saison 21-22, mais en 25 matchs. Ouais. Quand il joue une 40aine de matchs, il est entre 20 et 25 points minimum. Et là, il est quand même sacrément décevant, Tanner Richard. Malgré son but en Champions. Mais en fait, il met plein de points en Champions League, puis je lui ai parlé de ça, et je dis, mais justement, t'arrives à m'expliquer? Et puis il dit, je veux manquer de respect à personne, mais il faut pas oublier que j'ai eu un match à 3 assists contre, je sais plus contre qui c'était, mais... je suis en train de cliquer dessus. Il fait 3 passes contre Rouen. Voilà, j'ai oublié. Il dit je manque de respect à personne, mais on peut pas comparer mes statistiques en Ligue des Champions quand on joue contre Rouen ou quand on joue. Il a pas nommé Rouen, mais il dit que c'est équipe peut-être un peu moins forte qu'en championnat de Suisse. Donc compare pas les deux. Par contre, oui, il était d'accord pour dire qu'il était peut-être un petit peu moins efficace en championnat de Suisse. Moi, je pense que je le mettrais. Tchervenka, Corvi, Richard. Pas mal de joueurs de centre quand même par là. Ça va être compliqué de se passer le puck, mais en même temps, ils nous déçoivent depuis le début de saison. Donc, s'ils jouent ensemble, ça va pas aller mieux. Hein. Et puis le coach, j'ai un peu l'impression, et on l'a mentionné, moi c'est Matikainen, parce que je trouve que forcément, j'ai vu aussi un peu ce que mettaient les gens. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a plein de noms qui reviennent. Il y en a certains d'ailleurs. J'ai fait d'abord ma liste, puis après j'ai regardé pour pas être influencé. Et puis je voyais, il y a certains qui nous ont mis Volvend. Et puis je me disais, je comprends le truc, notamment à cause de sa sortie sur Christian Dubé, qui faisait écho au texte, lui disait qu'il s'était calmé. Mais Matikainen, par rapport au contingent, par rapport à tout ce qui s'est passé et au fait que ça queen dans le vestiaire aussi, c'est un peu difficile de mettre quelqu'un d'autre. Ouais, je te rejoins totalement. Pas besoin d'épiloguer sur Matikainen, je pense. Perdons pas de salive avec lui. On a terminé sur Matikainen, c'est l'occasion aussi de faire un tout petit tour de l'actu rapidos. Et cette actu nous mène quand même beaucoup du côté de Bienne, justement. On a 2 prolongations qui ont été annoncées du côté biennois. On a aussi pas un échange, mais un prêt. Alors, je t'avoue que Ramon Tanner à Langnau, mais c'est un peu ce que tu disais avant pour Poca, c'est par soustraction. Tu te dis, vous faites un échange, vous récupérez quelqu'un. Non, on vous le prête, puis voilà. Ouais, puis ce qui est surtout étonnant, c'est que c'est pas le Bienne qui est 3e, puis Langnau est 13e. Puis Bienne dit, c'est cool pour Tanner, on l'envoie chez vous un moment, il va pouvoir jouer comme ça. Là, on renforce, du coup, j'imagine, Langnau qui est 10 points devant. Langnau en a visiblement besoin, sinon ils n'auraient pas fait ce move-là. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à aider ton concurrent direct? Parce que c'est le cas. Hein. C'est dire si Bienne veut sortir de sa 11e place, c'est pas en passant devant Genève que ça va arriver. C'est ni en passant devant Davos, c'est en visant Langnau qui a 10 points devant et Ambry. Et j'arrive vraiment pas à comprendre ça. Puis les 2 prolongations. Salinen, 2 ans. Seteri, 2 ans. Les 2 cas, je pense que c'est complètement logique et bien vu, à mon avis. Je pense que ce sont de bonnes signatures pour le HCBN qui nous fait une sorte de calendrier de l'avant des signatures. Je pense qu'on pourra s'attendre. Ici, c'est calendrier de l'avant. Voilà, avec. On aura sûrement tous les noms qui sont en rumeur depuis pas longtemps, les Kneubuller, les Müller et compagnie, les Allenspark peut-être, qu'on a entendu beaucoup. Kneubuller et Müller, on l'a plus ou moins écrit. Allenspark, je ne l'ai pas écrit. Hein. Müller, lequel celui qui joue en NCAA. Miles Müller. Miles Müller. Ouais.
Ça, c'est un jeune qu'il faut suivre. Absolument. Ça peut vraiment être... Mais après, de nouveau, faut les faire jouer. Et j'avais l'impression qu'avec Tormenon, il y avait... Je dis pas qu'il y avait un peu plus de place, mais on avait l'impression que certains étaient un peu mieux mis en valeur que ça. Il y a encore une petite chose d'actu. J'essaye de reprendre exactement ce que nous a dit un auditeur, Marc Egui. Bonjour, encore merci pour votre émission que j'écoute chaque semaine. Je voulais pousser un coup de gueule sur le manque de réaction sur les protège-coups de la Ligue. J'ai personnellement assisté à l'horreur de la nuque coupée de Jérôme Bonnet et je reste choqué. En plus de protéger les joueurs, entre parenthèses, inconscients, les spectateurs n'ont pas assisté à cela. Merci pour votre avis. C'est précisément ce que j'avais écrit dans ma newsletter et je l'avais fait un commentaire qui va exactement dans ce sens-là. Que Denis Vauchier parle de responsabilité individuelle de la part des joueurs et effectivement je suis totalement de cet avis. Les 8000 spectateurs qui étaient à Sheffield dans la patinoire qui ont vu Adam Johnson se faire égorger, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis pas sûr qu'ils soient très contents de ce qu'ils ont vécu. Oui, ils l'ont pas vu mourir sous la glace, mais bon, on va pas être naïf, ça s'est pas bien passé quand même. Donc oui, je suis totalement de cet avis. Le protège-coup devrait être rendu obligatoire pour cette raison-là. Oui, il a fallu attendre un accident pour que les choses bougent. C'est toujours comme ça. Ça, c'est l'humain. Ma foi, on ne devrait plus donner l'option aux joueurs de choisir. Ça me fait penser au débat sur la ceinture. Rappelons-nous que nos parents, on n'est pas à ce point vieux, mais nos parents, par contre, ont conduit sans ceinture et il y a eu une votation, je ne sais plus en quelle année, fin des années 70, si je me rappelle bien, pour rendre la ceinture obligatoire. Et maintenant, ça nous paraît être une hérésie. Il y avait des médecins qui expliquaient aussi à l'époque que pourquoi pas. Enfin, il y avait vraiment des débats. Et là, tu dis, en fait, c'est juste un bout d'une sorte de code de maille que tu te mets autour du cou. Et puis, j'ai fait un article avec Guy Domenico qui m'expliquait que lui, c'est à la suite de ça, c'est clair. Ça lui a fait prendre conscience que c'est si vite arrivé. Et c'était au même match, justement. J'ai eu Christian Dubé qui disait, mais en junior, ils ont tous le protège-coup. Ouais. Pourquoi on enlève ça dès l'arrivée en adulte? Après, tu peux pousser la raisonnement plus loin et dire alors mettez tous une grille. Mais je crois que ça, ils sont pas prêts. Non, mais t'as raison. Je me rappelle, il y a Jérôme Bonnet, je crois que j'étais aussi dans la patinoire quand ça s'est passé. Et il y a eu Michel Saiter, si je me rappelle aussi, qui avait eu un souci similaire avec sa voix, qui a failli rester. Heureusement, en fait, tous ces joueurs-là sont encore là. Ça s'est bien terminé, avec sans doute une grande cicatrice. Mais là, l'IAHF a décidé de prendre des mesures et de dire pour les compétitions de l'IAHF, on veut le protège-coup. Voilà. Donc ça veut dire qu'au championnat du monde à Prague, l'année prochaine, quand on y sera... Normalement. Oui, c'est juste parce qu'il faut voir s'ils arrivent à produire assez. C'est une production suffisante, exactement. Mais c'est l'idée pour toutes les compétitions IHF que ce soit imposé. Et j'ai quand même l'impression que derrière, ça va emboîter le pas. La DEL l'a fait à partir du 1er février. France a décidé ça aussi. Et en Suisse, on dit c'est la responsabilité individuelle. Et je rejoins parfaitement Marc qui disait ça. Moi, si je suis dans une patinoire une fois puis que je vois un joueur se faire égorger, moi, l'essentiel psy après derrière, j'en sais rien. Comment tu réagis? Je dis pas les miennes, je dis dans l'absolu. Ça a un coût sans mauvais jeu de mots, qui peut être évité de manière ultra simple. Et moi, ça m'épate en fait que chez nous, on nous dise non mais quand même, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on légifère, faut qu'on fasse des réflexions à long terme. Non, on va faire une task force et puis on reviendra vers vous dans 2 mois pour vous donner les résultats en fait de cette enquête auprès de... On fait un workshop comme les Suisses allemands. Mais oui, non, mais moi ça me frustre aussi effectivement de se dire, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est très compliqué en fait. C'est protéger déjà. En fait, si les joueurs sont pas capables de se dire on va se protéger nous-mêmes, on sait qu'ils coupent leurs gants parce que comme ça ils ont un peu plus de maniabilité, on va dire, et que ils se ramassent des coups des slashings sur les poignets parce que normalement les gants sont censés aller un petit peu plus haut pour les protéger justement. Alors c'est pas des protections, c'est pas du métal qui va empêcher un poignet de se casser, mais c'est quand même plus pratique. Et ils enlèvent ça, la visière, comme tu disais aussi. On est des bons hommes et tout. Puis tu te dis, si t'as envie d'être aveugle, je trouve que c'est un peu bête. Mais je me rappelle, je sais pas si tu te souviens, il y avait des joueurs en Suisse, il y en a peu, qui avaient une visière en plexi intégral. Oui.
J'ai une image dans la Coupe Spengler. Dans ce contexte-là, j'ai cette image-là dans la tête. Mais c'est assez vieux. J'ai une. Alors, il y avait les frères, je crois, Laurent et Philippe Muller. Il me semble qu'il y en avait un des deux qui avait un casque intégral comme ça. Mais il me semble aussi que. Il y avait un peu ce côté, tu te fais traiter de ah ouais, t'es un trouillard et tout. Donc, où il faut que tu manges à la paille pendant 6 mois pour après avoir le droit. T'as payé tes galons, donc tu peux. Mike Kinsley, maintenant c'est bon, lui, ou Rotten, ouais. à la fin, bah aussi, il avait eu un gros. Tu reçois un schlap dans le visage, bah, derrière, c'est tout à la soupe, quoi. Exactement. Et en fait, cette mentalité-là, que j'ai un peu plus de peine à comprendre. Maintenant, après, effectivement, sur des danses, sur des trucs comme ça, bon, le coup... Mais là, on leur dit, mais vous avez peut-être évité un accident mortel. Ça vous parle pas. Et finalement, que tu dis qu'un Di Domenico, même, il a quoi ? Il a 35 ans. Que ça allume une petite lampe dans son esprit à cet âge-là. En fait, il est jamais trop tard pour être intelligent. Ouais, c'est et ça. Je trouve assez bien de la part d'un vétéran, effectivement, les jeunes, des fois, de se dire, on le porte en junior parce qu'effectivement, c'est obligatoire, comme te le disait Christian Dubé. Pourquoi vous faites pas simplement... En plus, nous, on a l'impression que c'est une sorte de col roulé. C'est pas une minerve. Ouais. Mais visiblement, les mentalités. Ouais, mais c'est ça. Mais ouais, moi, je trouve que le meilleur point, parce qu'effectivement, si ça n'impactait que les joueurs, ma foi, chacun fait comme il veut, effectivement. Par contre, ça peut avoir un impact sur des enfants, des joueurs qui sont à la patinoire. Et puis, ça c'est ce qui me touche honnêtement le plus dans cette situation. Puis j'avais vraiment fait un commentaire qui est dans ce sens-là en disant que cet impact-là ne concerne pas que le joueur. Et donc, je te rejoins totalement, Marc. Et on est au terme de cet épisode numéro 15 de la saison de Colfax. Merci pour vos contributions, vos avis. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et on essaie de faire des épisodes entre plein de guillemets interactifs, parce qu'on n'a pas d'interaction, mais vous pouvez participer un petit peu à l'épisode et puis nous guider aussi avec les questions. C'est toujours un plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer. Dernière ligne droite avant la fin, les fêtes de fin d'année. Ça fait encore quelques épisodes. Je dirais 2, si je dis pas de bêtises. Semaine prochaine, pause l'équipe nationale. On pourra revenir sur les derniers matchs de championnat. Ensuite, encore un épisode où on fera peut-être un peu plus de l'équipe de Suisse. Puis après, on va prendre une petite pause. Mais on a encore 2 épisodes. Ouais, peut-être 3, je dirais, parce que les derniers matchs, tu sais, c'est le 23, comme d'habitude. Et puis, je sais pas quand ça tombe. Je sais plus quand ça tombe, mais il doit y avoir un épisode avant. Le 6, 13, 20. Moi, le 27, je suis à Davos. Ouais, le 20, voilà. Ouais, 13 et 20, encore 2 épisodes. Ah ouais, ok. Bah oui, c'est juste. 13 Bravo. et 20, mais pas le 27. Le 27, on sera sur les pistes de ski, mais je skie pas du tout. Donc, je serai à Davos, mais pas sur les pistes. Et d'ici la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Allez au match et dites-nous bonjour si vous nous y croisez. Je n'ai pas décidé où j'allais. Je crois que je serai à Genève-Cloton vendredi. C'est soit celui-là, soit Bienne-Berne. Les deux m'intéressent. Lausanne-Rapide un peu moins. J'ai vu Rapperswil 2 fois. C'est bon, quoi. J'ai donné jusqu'à la fin de saison. Ouais, je comprends. Fin d'année, en tout cas. À bientôt.